Bien, bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau rendez-vous RSE. Donc, je suis Jean-François Pétesi, je suis responsable secrétaire général. Donc, j'ai le plaisir donc de vous accueillir tous pour cette nouvelle réunion qui fait partie donc de tout un programme de sessions que l'on développe en collaboration avec notre partenaire Primum Nocere, Olivier Thomas et toute son équipe. Aujourd'hui, donc, la thématique est la gestion raisonnée des matières premières, un sujet d'actualité. Bien évidemment, un mi-chemin entre l'organisation et les gains de productivité. Session importante aussi, puisque on va tendre à la réduction du gaspillage, à la responsabilisation des actions et à la mise en place de plans d'action. Donc c'est une petite session aujourd'hui, mais je vous encourage tous à participer aux prochaines sessions. Hein. Le calendrier a été envoyé ce matin. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter pour obtenir toutes les dates prévisionnelles avec les thèmes. Ce sera avec plaisir que nous vous adresserons cela. Je laisse la parole à Olivier Thomas pour présenter le thème et engager la réunion. Bonjour, merci et bravo à la CAP d'organiser ces rendez-vous de la RSE qui permettent tous les mois de parler de ces démarches qui intègrent la responsabilité sociale et sociétale des organisations. Alors aujourd'hui, vous le voyez, dans le titre, je sais que ça peut étonner, nous avons mis matière résiduelle pour ne pas mettre le mot déchet. C'est une volonté, en fait, on a emprunté cette idée aux Canadiens qui ne parlent pas de déchets. En effet, en France, aujourd'hui, on a de grands projets, notamment dans la Convention citoyenne, de mettre en place ce qu'on appelle de l'économie circulaire. Et si je vous le résume, c'est d'utiliser les matières résiduelles des uns pour fabriquer ou les transformer en matières premières pour d'autres. C'est une voie, entre guillemets, royale pour le sujet du développement durable, pour réduire les impacts sur l'environnement, mais aussi pour réduire les impacts sur la santé humaine. Parce qu'il est évident que de détruire des déchets par incinération, c'est une perte de ressources et c'est surtout et aussi beaucoup de pollution dans l'air et également pour l'agriculture. Alors, la gestion raisonnée des matières résiduelles, c'est très vaste. C'est tout d'abord de la réglementation, vous allez le voir. Cédric Aliès, qui est consultant dans l'agence et expert sur ces sujets-là, va vous montrer qu'il y a une réglementation foisonnante sur le sujet. Il vous fera part aussi d'exemples. Vous allez voir son ordre du jour est fragmenté en 3 parties et sur laquelle nous allons vous proposer de faire un jeu de questions-réponses entre chaque partie. Comme ça, vous aurez la possibilité d'interagir, parce qu'on connaît certains d'entre vous et on sait pertinemment que vous avez déjà fait des choses tout à fait intéressantes. Décarboner le secteur de l'hospitalisation, c'est un enjeu majeur. Je vous rappelle qu'on représente 4,4% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. C'est-à-dire, on ne le sait pas plus que l'aviation civile, qui en émet 3%, autant que le numérique. Donc, la décarbonisation du secteur de la santé fait partie des grands enjeux de la décennie qui commence en janvier 2021. Et le sujet de la maîtrise des matières résiduelles fait partie des grands enjeux de la décennie qui arrive. Merci de votre attention. Cédric, c'est toi qui as la main. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour rebondir déjà sur le terme matière résiduelle, effectivement, vous l'avez vu dans le titre, lorsque l'on parle de ce sujet-là, j'aime bien donner des exemples que l'on a pu observer sur le terrain, et notamment, par exemple, la réutilisation du linge réformé qui peut être découpé en torchons et puis réutilisé ainsi, des fûts lessiviels pour les blanchisseries, quand vous en avez, qui sont réutilisés en l'état par d'autres entreprises. Et là, on parle de vraiment échange direct de producteurs de déchets, qui est en fait une matière résiduelle, qui sert tout de suite à un utilisateur sans passer par l'industrie du recyclage. Donc déjà, j'attire votre attention sur le fait que la gestion des matières résiduelles est différent de l'industrie du recyclage qui se veut faire des amalgames entre recyclage et économie circulaire. Donc on peut faire de l'économie circulaire et on a tout intérêt à le faire sans passer par des intermédiaires. Quand c'est possible, c'est une bonne chose. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui puisque ça reste des choses qui sont à mettre en œuvre directement dans vos exemples, mais je tenais quand même à le souligner. Autre chose qui ne va pas être abordée aujourd'hui, c'est la réduction à la source. En revanche, tout ce que l'on va aborder aujourd'hui va vous permettre d'identifier les actions qui vont être susceptibles d'être engagées sur ces thématiques. Pour cela, je vais vous parler de la cartographie des déchets. On le voit dans les façons de trouver des financements sur tout un tas de sujets. Tout passe par d'abord un point de départ,
qui est analysé. Et puis, de ce point de départ, on envisage des actions et, pour le coup, une stratégie sur le sujet. Donc, comment aborder cette thématique-là? Je vais vous le développer. On fera ensuite un temps d'échange direct. Je vous parlerai également des filières obligatoires. C'est un terme que l'on entend souvent et je vous dirai ce qui est derrière parce que ce n'est pas forcément si évident que ça. Et si nous avons le temps, je vous montrerai 2-3 slides sur l'actualité juridique en termes d'interdiction du plastique. En termes techniques, je précise 2 choses. C'est qu'en principe, vos micros sont coupés, ou je vous invite à le faire durant la présentation. On les rouvrira en fin de chaque item que je vous proposais. Vous avez la possibilité de noter aussi vos questions dans le chat et questions que je prendrai. Mais on pourra aussi les poser verbalement. Et petite précision, le webinaire est enregistré et on pourra couper les temps d'échange si vous le souhaitez. Cette vocation d'enregistrement est uniquement pour les personnes qui n'auront pas pu assister aujourd'hui. Donc, je commence tout de suite par la cartographie des déchets. Cartographie, c'est un bien grand mot parce qu'on se dit, concrètement, je vais chercher ces éléments où, ça va être des tâches supplémentaires, etc. Donc l'idée, quand on vous propose, nous, des actions, on est assez pragmatique à l'agence, c'est vraiment d'aller au plus simple et au plus efficace. Pour le coup, n'allez pas chercher des indicateurs qui n'existent pas pour l'instant. Vous êtes censé avoir un élément qui s'appelle le registre déchets. À partir de ce registre, vous allez voir tout ce que l'on peut faire et ce que l'on appelle, nous, une cartographie des déchets. Et ce que l'on peut faire aussi de cette cartographie en conséquence. Et pour cela, je me dois d'abord de vous parler du registre déchets. D'une part, il est obligatoire pour tous les producteurs, pour tous les déchets, à l'exception des déchets qui sont collectés par la municipalité pour les déchets ultimes ou déchets assimilés aux ordures ménagères, qui n'existent pas pour vous. Vous avez des déchets d'activité économique ultime, et je reviendrai sur cette subtilité un peu plus loin. Pour tous les autres, même quand ils sont collectés par la ville, vous devriez avoir des inscriptions dans ce registre. Je détaillerai tout cela aussi. Il doit être chronologique. Le format n'est pas imposé, vous n'êtes pas obligé d'avoir un format Excel. En revanche, vous en verrez l'utilité qui soit sous ce format-là. Et les entrées sont imposées. Il est à conserver pendant 3 ans à disposition des autorités. L'architecture varie en fonction de qui vous êtes dans la filière déchets. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes le producteur, le transporteur, le traiteur, entre guillemets. En tant que producteur, voici tout ce que dit le texte. Et puis là, c'est vraiment du copier-coller du texte. Quand on parle de date de l'expédition, c'est la date à laquelle c'est collecté. La nature du déchet, à minima, de préciser s'il s'agit de palettes. Si jamais je vois que vous êtes parmi vous des établissements médico-sociaux, il est possible que vous ameniez des déchets directement en déchetterie. Donc ça ne vous exempte pas d'inscrire ces lignes-là dans le registre. En revanche, vous pouvez mettre 10 palettes amenées à telle date. La quantité, ce n'est pas forcément un poids, ça peut être aussi un volume. Le nom, l'adresse de l'installation, du transporteur. S'il s'agit de déchets spécifiques, en général, vous avez un bordereau de suivi qui doit avoir un numéro unique de bordereau, le code de traitement, la qualification du traitement. Je sais que parmi tout ce que l'on évoque là, vous ne savez pas forcément de quoi il ressort, donc on va en parler. Donc, ce que je vous disais, c'est à minima la nature des déchets sortants lorsque vous n'avez pas de traçabilité. Et par conséquent, quand vous faites appel au service de la ville directement ou indirectement, par le biais de déchetterie. Et donc, on parle aussi à un moment donné du code de déchets dans cette ligne-là. Quand vous n'en avez pas sur les bordereaux, on peut le trouver. Ce code-là, c'est le code de nomenclature européenne qui le classe en fonction déjà de l'activité. Pour les établissements de santé, le premier chiffre, c'est le 18. Et un exemple que vous connaissez régulièrement pour les déchets à risque infectieux, c'est le 18, 01, 03, 18, parce que vous êtes un établissement de santé. Le reste ayant d'autres significations. Et l'étoile, quand vous en avez une, signifie qu'il s'agit d'un déchet dangereux. Donc dans les codes qui commencent en 18, vous n'avez pas tout le temps les piles, par exemple. Donc le texte prévoit qu'à défaut d'être présent dans votre activité, vous allez le chercher dans les autres nomenclatures. Et là, on voit un exemple pour les piles accumulateurs, sachant que pour le coup, les XX qui restent sont s'il y a présence de lithium ou pas, enfin voilà, ce genre de subtilité. Voilà le code de déchets, vous pouvez le retrouver sur une nomenclature que l'on vous donnera à travers un fichier Excel qui est un outil que l'on donne assez régulièrement, où tout est prêt. Quand il y a un astérix, souvenez-vous, ici,
cela veut dire que c'est un déchet dangereux. Donc, qui dit déchet dangereux dit forcément bordereau de suivi, sauf quand vous amenez vos solvants à la déchetterie, effectivement, mais vous pouvez de toute façon retrouver un code de classification ONU, que l'on appelle ONU ou UN, simplement parce que cela vient de la classification de 1957 internationale, reprise par la réglementation européenne que l'on appelle la réglementation ADR du transport routier de matières dangereuses. Et c'est souvent, c'est un code qui est fixe. Vous le connaissez déjà sur de multiples supports. Ici, sur les véhicules, quand là, par exemple, c'est une citerne de, sans doute, d'essence, la première ligne ne vous concerne pas. Il s'agit de la matière, et ça, c'est uniquement pour le transport. Le deuxième étant le code UN, qui classifie le déchet. Mais ça, vous le retrouvez sur les emballages. Pour les lasseries, vous voyez, là, c'est sur un fût plastique. Vous avez l'UN 3291. Et vous avez associé à ce code UN une phrase de danger, qui est à mettre sur les bordereaux de suivi. Autre élément qui n'est pas forcément intuitif, c'est le code de traitement. Inscrit dans cette réglementation, le code de traitement est une classification en fonction de la façon dont est traité votre déchet. Quand on parle de traitement, on parle vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on trouve le recyclage, la valorisation, etc. Sauf que dans ces types de traitements, certains sont assimilés à de l'élimination, d'autres à de la valorisation. Et ça n'est pas parce qu'on parle de valorisation énergétique quand on incinère ces lasseries qu'il s'agit forcément d'un code en R. Donc ça peut être utilisé comme un combustible, sauf qu'il faut que le taux de valorisation soit suffisant pour que réglementairement ce soit de la valorisation. Donc la plupart du temps, suivant où vous êtes situé, l'incinération de lasserie étant D10, D voulant dire élimination, R valorisation. Pour que vous visualisiez ce à quoi correspond tout ça, donc on parle en général de traitement au sens large. Parmi les traitements, il y a de la valorisation, et dans cette valorisation, on trouve de la valorisation matière, par exemple le recyclage, le réemploi, la régénération. La différence recyclage, vous prenez une bouteille plastique, elle est transformée en paillettes fondues, transformée ensuite en fil pour être un pull, ça c'est du recyclage. Le réemploi, vous prenez une palette, vous la réutilisez en l'état, c'est du réemploi. Et vous faites de la régénération quand vous nettoyez par exemple les huiles de vidange de véhicules qui sont réutilisées par la suite. Ça, c'est de la valorisation matière. Tout ça, ce sont des codes de traitement en R. Vous avez la valorisation agronomique quand il s'agit TMB, donc tri mécano-biologique, c'est-à-dire que vous avez des villes, je pense à Montpellier, Alès par exemple, localement, qui ont des systèmes où les ordures ménagères sont triées, c'est-à-dire qu'ils séparent la partie fermenticible. Donc, ce qui est fermenticible est assimilé en valorisation et tout ce qui va être en écart de tri ou en refus de tri sera de l'élimination. En fait. Le compostage, de la même façon, c'est un code en R qui veut dire donc valorisation. Parmi la valorisation énergétique, ça peut être D ou R, tel que je vous l'expliquais. Par exemple, pour les incinérateurs de lasserie, vous avez des incinérateurs qui font en plus de la création électrique du chauffage urbain, par exemple, ou du chauffage industriel. Donc, couplés, en général, ces deux arrivent à avoir un taux de valorisation suffisant pour être classés en R. Mais il se peut qu'un système soit à l'arrêt et que, sur le même incinérateur, il y ait des jours où vous ayez sur le bordereau de suivi du D ou du R. C'est l'explication. Et puis, l'élimination, donc c'est tout ce qui est stocké. Un trou, un enfouissement, K1, K2, K3, voulant dire la partie danger, K1 étant les déchets dangereux, K2 les ordures ménagères entre guillemets, et K3 les déchets inertes du bâtiment. Donc vous l'avez compris, le registre déchets n'est pas forcément informatisé. En revanche, à l'agence, nous vous le proposons parce que tout ce qui découle en termes d'analyse et de planification d'action vient de cette capacité à analyser ce qui est sur un fichier Excel, qui est beaucoup plus compliqué ensuite sur un papier quand vous compilez les bordereaux de suivi. Réglementairement, vous pouvez compiler les bordereaux de suivi qui mentionnent tous ces éléments. Vous êtes conforme à la réglementation du moment qu'il est chronologique et pour les 3 dernières années. Mais nous vous le proposons donc en format Excel. Tout ceci sont les entrées obligatoires que l'on a vues tout à l'heure dans le texte. Donc on retrouve le code de nomenclature européenne, le code de danger quand il s'agit d'une matière dangereuse, ou le code de traitement. À ces colonnes, nous proposons de rajouter celle qui est relative au coût, hors TGAP, et le coût incluant la TGAP. Je vais vous expliquer ce qu'est la TGAP juste après.
Donc, je le mets en plus gros pour que vous puissiez le voir. Donc, toutes les entrées sont détaillées sur un tableau chronologiquement, puisque la première entrée, c'est la date d'enlèvement. En revanche, un fichier Excel permettra de faire des analyses par la suite. La TGAP est la taxe générale sur les activités polluantes. Elle s'applique uniquement pour les déchets qui sont enfouis et incinérés. C'est-à-dire que quand vous faites de la valorisation avec un code de traitement en R, vous n'avez pas de taxe générale sur les activités polluantes. Ce principe, c'est de renvoyer aux utilisateurs le paiement, la responsabilité de la pollution qui est engendrée. C'est censé financer un certain nombre d'actions, mais pour l'instant, je ne connais pas trop comment c'est structuré sur le terrain. En tout cas, j'en vois pas les résultats, mais le principe du pollueur-payeur est appliqué à partir de cette taxe. Elle a donc une vertu incitative. Cette TGAP est variable en fonction de la qualité des installations que vous utilisez. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'enfouissement d'ordures ménagères, si le site est certifié ISO 14000, alors je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais au lieu de payer 24 € la tonne aujourd'hui, vous allez peut-être payer 21. Si en plus ils font de la valorisation du biogaz issu de la fermentation des déchets, eh bien ce sera peut-être 17 €. Donc tout dépend de la virtuosité de l'installation de traitement que vous utilisez. Par contre, cette taxe générale polluante a une perspective qui est très élevée. Quand on la compare déjà, donc les autres pays européens l'appliquent, quand on compare aux pays qui ont un taux de valorisation ou de recyclage bien plus élevé que nous, on peut observer, et c'est en général corrélé, que leur TGAP est très élevée. Elle est déjà de l'ordre de 80 à 110 € tonne. Sachant que pour nous, la loi de finances 2019 donne des perspectives d'augmentation significatives, mais pas suffisamment au goût de l'Europe. Donc, cette loi de finances 2019 est toujours applicable, mais risque d'être revue à la hausse, puisque quand je vous parlais de 80-110, là on voit une perspective de 65 € tonne en 2025. C'est important d'avoir ces perspectives quand on réfléchit, notamment quand on a une démarche de développement durable. On associe aussi l'analyse du coût global d'un investissement quand on fait un achat responsable. Donc c'est important que vous ayez ça en tête. Et ça vous permettra aussi de définir vos stratégies. Ce taux varie aussi pour l'incinération. Le précédent, c'était l'enfouissement, mais il évolue également pour tout ce qui touche à l'incinération. À partir de ces éléments, on parlait de gestion raisonnée. Pour avoir une gestion raisonnée, pour le coup, il faut avoir des éléments de réflexion et ça vous permet, d'une part, d'avoir de la visibilité sur ces enjeux économiques, de réflexion en coût global, d'établir une cartographie. Mais en gros, une cartographie, ça peut ressembler à quoi? En voici un exemple. C'est très joli pour un rapport, mais concrètement, que peut-on faire de ce genre de graphique? Quand on prend du recul sur ce genre de sujet, on peut se dire, tiens, il y a beaucoup de filières, c'est un établissement qui doit bien faire les choses, effectivement, c'est le cas. Ils sont assez structurés, on voit des prestataires, donc vous voyez, là vous avez un Suez, là vous avez un SM, un écosystème, donc il y a des éco-organismes, c'est bien, ils utilisent des filières gratuites, il y a du Veolia, du Paprec, donc on voit des lots, on peut se dire, ils ont une démarche sans doute d'achat responsable parce qu'ils facilitent par l'allotissement l'accès en principe à des PME. Bon, ce n'est pas que des PME qui sont prestataires ici, mais on en voit. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ce que l'on peut noter, c'est que par exemple, ici, là, vous avez des effluents de laboratoire collectés par Veolia, vous avez des déchets cytostatiques, cytotoxiques collectés par Suez, vous avez des produits chimiques dangereux collectés par Triadis. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, pour ce type de déchets, vous allez avoir un prestataire qui va venir avec un véhicule pour collecter ce type de déchets. Alors, autant pour les lasseries, on ne peut pas mettre autre chose à part les pièces anatomiques dans le même véhicule. Par contre, ces déchets-là sont souvent sur des exutoires similaires et peuvent être transportés ensemble. Donc, il pourrait être envisagé pour optimiser l'impact du transport lié aux déchets, qui fait partie, la plupart du temps, déjà de 50% du coût d'une gestion de déchets, d'optimiser cette façon dont sont allotis les déchets pour limiter le nombre de transports. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça que l'on peut identifier à partir d'une cartographie. En tout cas, on peut se donner une stratégie déjà des premières actions qui peuvent être impactantes. L'idée de chaque action, quand vous les mettez en place, c'est aussi d'avoir une visibilité sur l'impact de départ et l'impact d'arrivée. On va développer ce point de mesure après. Donc,
vous avez vu, on peut avoir un enjeu de visibilité en termes de coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas de filière de biodéchets, par contre, mais si vous savez quel est l'enjeu de la TGAP de vos déchets enfouis, vous pouvez réfléchir à quelles seraient les conséquences financières à moyen terme de l'investissement dans une solution tierce. On peut établir une cartographie, avoir une première visibilité de ce que peut être des actions à mettre en œuvre. Et puis ensuite, à partir des éléments du registre, on peut faire des analyses. Et ces analyses, si vous n'avez pas de format Excel, c'est toujours délicat. En tout cas, on peut en sortir assez facilement de façon automatique des indicateurs. Je pense la quantité de dasseries par journée d'activité, par exemple. Si vous demandez à du personnel soignant d'être attentif, de modifier leurs pratiques, il est important de donner du sens en donnant de la mesure, en montrant que c'est quelque chose qui est suivi, mais en montrant aussi quel est l'effet sur ces indicateurs à travers l'énergie qu'ils vont mettre en place. Et quand on met une quantité de dasseries par journée d'activité, l'idéal, c'est aussi associer ça à un coût, éventuellement, mais surtout un impact environnemental en termes de CO2. Alors, le CO2 parle peu, mais par contre, il nous est arrivé sur des établissements de faire des mesures spécifiques et un établissement moyen de 250 lits, après tout dépend du contexte de transport, mais une tonne qui était en dasserie au lieu d'être en déchet ultime représentait l'écart de 32 arbres à planter tous les mois. Donc on ne communique pas forcément en tonnes de CO2 qui ne parlent pas forcément à tout un chacun, mais à ce que l'on doit faire pour compenser un impact de la sorte. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc c'est important de suivre et communiquer sur cela, d'évaluer ces actions. Imaginons que vous vouliez travailler sur le gaspillage alimentaire et au final tout ce que vous allez mettre en place sur le PEM peut-être n'est pas suffisamment significatif, ça veut dire que ce n'était pas le bon levier. En tout cas, sans indicateur, vous ne saurez pas quelle est l'efficacité de ce que vous allez engager. Et puis de capitaliser sur tout ça. On voit souvent des établissements qui surcommuniquent sur des actions où on se demande quelle est vraiment la pertinence ou l'efficacité, et d'autres qui font de belles choses mais qui ne communiquent pas. Donc quand vous avez des actions, quand elles sont mesurées avant-après, que vous avez des résultats, c'est important de le faire connaître. Des exemples à partir des ratios que l'on peut tirer d'un registre déchets. Vous vous souvenez, on parlait des codes D et R. Quand sur le registre, vous avez une quantité de déchets qui sont en R et une en D, vous pouvez ressortir quel est le taux de valorisation de vos déchets. Alors parfois, vous n'allez peut-être pas avoir de kilos, mais on sait transformer des volumes en kilos et avoir une unité de comparaison. Donc, avoir un taux de valorisation aujourd'hui dans les établissements de santé, à part les établissements que l'on accompagne, c'est très rare. Et c'est quand même l'enjeu environnemental et économique. Évaluer aussi ce que peut représenter un coût à neurotonne, parce que vous avez des prestations où, pour se comparer aux petits copains, c'est très délicat. Vous avez des façons dont sont facturés, ça peut être forfaitaire, ça peut être mensuel sur certains trucs. Vous pouvez avoir une collecte pour 10 bacs d'ordures ménagères, d'autres vont l'avoir au poids. Enfin, c'est complètement incomparable. Pour être comparé, l'idée, c'est de ramener tout à un même dénominateur qui est l'eurotonne. Cette eurotonne, on a des niveaux de comparaison au niveau national et on peut savoir si c'est pertinent ou pas. En l'occurrence, sur un établissement où j'avais identifié ce 345 eurotonnes, c'était pour des déchets carton. Les prix affichés sur le contrat et la facture en termes de collecte, location, traitement étaient cohérents, voire même plutôt pertinents en fait. Sauf que si je n'ai pas cette analyse pour qualifier de quel est l'eurotonne, là, on s'est dit, il y a quelque chose et on a cherché quelle était l'incohérence dans tout ça. Et au final, vous pouvez avoir des prix très pertinents, sauf que si le prestataire vient tous les 2 jeudis, que votre compacteur n'est pas suffisamment rempli sur la période, eh bien, vous allez avoir un eurotonne qui est complètement prohibitif pour des matières qui sont valorisées. Et pour le coup, là, ça permet d'identifier une action très simple, c'est d'ajuster la façon dont est programmée la collecte. Il y a plusieurs façons, on ne va pas rentrer dans ce détail là aujourd'hui, mais une autre action possible à partir de l'analyse de données. On peut constater, ça c'est aussi un constat fait sur un établissement, que la quantité de dasseries par conteneur, pour ceux qui sont collectés en conteneur, mais on peut faire la même chose sur les cartons, était 42 kg pour 770 litres. Alors c'est pas très bas, on voit plus bas, mais c'est pas très haut non plus. Sachant que cet établissement avait en plus de la dialyse. Sans dialyse, un établissement MCO arrive assez facilement à 55 kg.
Quand on voit que cet établissement paye le transport à l'unité de bac, il a tout de suite une performance économique à aller chercher, qui est liée à la performance environnementale pour le coup. C'était d'organiser la façon dont sont remplis et collectés les bacs. Il y a différentes pistes. On peut convenir avec le transporteur qu'il ne collecte que les bacs fermés identifiés par l'établissement. Comme ça, on est sûr qu'il ne prend que les bacs qui sont pleins. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais c'est un exemple d'autres actions. Une autre action que l'on peut établir avec le registre, c'est ce que je vous disais, avoir ces indicateurs ou la quantité de dasserie sur l'ensemble des déchets. On voit souvent, et c'est trop rare à notre goût, c'est qu'on parle de dasserie par rapport aux déchets ultimes, au DAOM. C'est un ratio qui est biaisé pour la simple et bonne raison que si vous commencez à travailler sur la valorisation de vos ordures ménagères, vous allez peut-être sortir du biodéchet que vous n'avez pas aujourd'hui, un certain nombre de matières qui sont recyclables, vos ordures ménagères vont se réduire et votre ratio dasserie-DAOM va être complètement défavorable, alors que vous aurez mis en place des actions vertueuses. Donc l'idée, c'est d'avoir une quantité de dasserie sur l'ensemble des déchets. Sans le registre, c'est très compliqué. Et c'est pour ça aussi que l'on vous invite, quand vous êtes collecté par les services de la ville, à malgré tout mettre une estimation de ce que représentent les poids d'ordures ménagères, même si vous n'êtes pas obligé de l'inscrire dans le registre déchets. Petite parenthèse sur ce point-là, de plus en plus, depuis les élections municipales, de plus en plus de collectivités se désengagent de la collecte des établissements de santé pour les ordures ménagères et la collecte sélective. C'est normal, dans le sens où une collectivité n'a pas dans sa responsabilité tout ce qui n'est pas un ménage. Les déchets sont classés par type de producteur, ménage et les autres. Du moment que vous n'êtes pas un ménage, vous pouvez être une association, une fondation, un établissement public ou privé, vous êtes classé parmi les entités économiques, donc vous créez des déchets d'activité économique. Donc soyez pas surpris de ça. En revanche, même si vous perdurez avec les services de la ville, ils vont vous rétribuer les augmentations de TGAP, quoi qu'il en soit. Voilà ce que je voulais vous dire sur déjà l'utilité de cartographier et ce que l'on peut en faire pour avoir une gestion raisonnée des matières. Et je vous propose soit d'ouvrir les micros, soit de mettre vos questions dans le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas et on se laisse quelques minutes d'échange si vous avez des questions sur ces sujets. Sur la partie je vais y arriver. Sur la partie cartographie, pardon. Oui. Je pense qu'il faut, là, on fait un tableau Excel, j'ai compris. Il faut que ça soit quelque chose de suivi en quotidien, par déchet, par hebdomadaire. Comment on l'organise en fait? Parce que ça peut être quelque chose de très d'important au bout d'un moment. Moi, je sais que j'ai aux alentours de 25 ou 27 déchets qui sortent de mon établissement. Est-ce que je dois les lister un par un? Est-ce que je dois en mettre directement les quantités au fur et à mesure? Enfin voilà, comment j'organise tout ça pour être le plus juste possible sans que ça devienne non plus une usine à gaz et que ça soit trop chronophage? Alors, la façon dont vous remplissez le registre, en fait, vous appartient. Oui. C'est plutôt de la méthodologie personnelle. D'accord. Ce qui concerne l'analyse et la déclinaison de ce que l'on peut en faire au final, je la conseille déjà au tout début, peut-être déjà mensuellement, de se dire tiens, où j'en suis de ce ratio, est-ce qu'il est pertinent, etc., par rapport à ce que j'ai envie de travailler sur mon établissement. Mais après, une fois que vous les avez définis, le format Excel permet aussi de les générer automatiquement. Donc ça peut être bien de communiquer régulièrement auprès des équipes. Si vous travaillez sur la réduction des dasseries, par exemple, déjà après en avoir expliqué le sens et les raisons de vos modifications de procédure, il peut être pertinent tous les mois de montrer où ça en est et de communiquer sur voilà l'impact environnemental évité. Voilà les tonnes CO2 et ce que l'on a évité en termes de plantage d'arbres, de voitures qui tournent en kilomètres, etc. Voilà. Mais pour le coup, une fois que vous avez défini vos actions, c'est quelque chose qui peut être stable sur 6 mois, 1 an assez facilement pour voir si finalement ce que vous mettez en œuvre, le temps que ça soit mis en œuvre, soit suffisamment efficace ou pas, ou si ça nécessite d'ajuster. Je ne pense pas que quotidiennement ou même mensuellement ce soit utile.
du moment que vous avez engagé une action, il faut aussi laisser le temps aux choses qu'elles se fassent. Et de toute façon, il y a des choses pour lesquelles, suivant la taille de votre établissement, vous n'aurez peut-être pas de quantité de carton avant 2 mois. Ou de toute façon, vous n'aurez pas de quantité de dasserie avant des récurrences d'1 mois, vous voyez. Donc, c'est plutôt effectivement d'être le plus pragmatique possible par rapport aux objectifs que vous poursuivez sans se contraindre. Parce que vous avez vu, on ne va pas aller chercher des choses, on pourrait se créer des choses complémentaires, mais tout part de quelque chose que vous devez déjà avoir. Et du moment que vous le saisissez régulièrement, après c'est toujours, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, alors je crois qu'on a un petit peu avancé chez nous. Après, on essaye de ne pas toujours valoriser, mais de réemployer en fait ce qui existe. Vous parliez des palettes, nous c'est un artisan qui vient les récupérer. On a des cartons qui sont à disposition, enfin en partie sur tous les cartons des protections qu'on reçoit, etc., restent à disposition des personnels. Donc on a déjà mis en place ce système de réemploi, j'allais dire, de certains déchets. D'accord. Après, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on arrive à lister la totalité des déchets et qu'en face, on mette au moins, s'il y a une action de poser, et d'en suivre l'évolution, j'allais dire, en quantité restante à traiter ou distribuer. Enfin voilà, il faut qu'on trouve un truc pour que, si j'ai bien compris, ce tableau puisse visuellement quantifier les efforts, voilà, ou les mettre en valeur, ou au contraire montrer l'échec de la décision. Tout à fait. D'accord. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je poursuis parce que finalement, j'ai été plus long que ce que… Juste une petite remarque, Cédric. Oui. Toute petite remarque au passage. Attends, je vais couper mon micro parce que ça va faire l'arsène. La remarque est la suivante. On voit bien que les déchets vont augmenter. On voit bien qu'il y a des taxes de plus en plus importantes. Et si je peux vous donner un petit conseil en termes de politique d'achat responsable, lorsque l'on contracte avec un prestataire de traitement de déchets, que ce soit via une centrale d'achat ou via en direct, par exemple Dominique, je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus, eh bien le fait d'inclure dans le contrat initial, d'avoir une synthèse mensuelle avec le tonnage, le volume et la destination, eh bien ça fait le boulot en réalité. C'est-à-dire que votre registre des déchets sera composé de 12 fiches mensuelles et à la fin de l'année, en cliquant sur le bouton, vous avez le tonnage annuel. Donc, pour moi, ça fait partie de la négociation initiale dans un contrat qui fait que vous n'avez pas de boulot. Si vous ne faites pas ça, ça va vous obliger à prendre la totalité des BSDI que vous allez recevoir tous les jours, donc la cadence va dépendre de la nature du déchet, et ça va générer chez vous un travail colossal, ou alors une irrégularité sur laquelle vous allez avoir demain un risque de sanction. Donc c'est vraiment une clé que de le mettre dans une négociation initiale. Voilà. Pardon du temps, Cédric, parce que je sais qu'il est compté, et je crois que c'est important de le dire, surtout dans le cadre d'une centrale d'achat. Merci. Tout à fait. C'est d'autant plus facile que les prestataires ont aussi leur obligation de tenue de registre déchets et qu'eux ont tout ça déjà d'informatisé. Ce sont des simples extractions chez eux la plupart du temps. Voilà. J'enchaîne tout de suite sur les filières obligatoires. Alors, quand on parle de filières, je ne peux pas vous parler de définition. Voilà, ce qui est donné, c'est qu'elles représentent l'ensemble des opérations devant être mises en œuvre pour atteindre les objectifs de traitement fixés. Une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas sûr qu'on soit plus éclairé. Pour le coup, on a une proposition à vous faire. C'est-à-dire que quand on parle de filière obligatoire, on imagine souvent que est-ce que la filière des bouteilles plastiques est obligatoire? Concrètement, le texte ne parle pas de filière de bouteilles plastiques. Elle parle plutôt de déchets. Et donc, quand on va donner le terme de filière, vous pourriez très bien répondre à votre obligation de répondre au recyclage du plastique, ce qui va être compliqué quand même en santé sur un certain nombre, mais par exemple, quand vous le mettez dans de la collecte sélective en mélange, pour autant, vous n'aurez peut-être pas de filière plastique. Vous allez y retrouver peut-être les boîtes de conserve à l'intérieur, les films plastiques, du papier, par exemple. Pour autant, vous n'aurez peut-être pas de filière de plastique. Donc, quand on parle de filière, ce que l'on vous propose d'évoquer, c'est une filière, c'est équivalent à un contenant et un mode de transport. C'est-à-dire que si vous avez des nourettes qui ne sont pas mises dans la collecte sélective, de considérer que les nourettes qui sont collectées à part sont une filière. Voilà pour les termes. Pour clarifier le sujet, par contre, je ne vais pas développer les contenants obligatoires. Du coup, je vais développer quelles sont les matières que vous oblige la réglementation à recycler.
Et donc, quand on parle de filière, assimilez ça plutôt à quelles sont les matières obligatoires. D'une part, il y a tous les déchets dangereux. On reconnaît un déchet dangereux, la plupart du temps, à son pictogramme. Donc, on en a plusieurs de types de pictogrammes. Est-ce qu'il est possible de couper les micros, s'il vous plaît? Il y a plusieurs types de pictogrammes, mais l'absence de pictogramme ne veut pas non plus dire qu'il ne s'agit pas de matière dangereuse. Par exemple, vous avez celui-ci, mais il y en a un autre, je ne sais plus lequel, celui-ci, quand vous avez un contenant inférieur à 5 kg ou 5 litres, il n'est pas obligatoire. Donc, pour vérifier si une matière est dangereuse, on va chercher sur la fiche de sécurité quels sont ces dangers. Et là, par contre, ils sont tous affichés obligatoirement. Et donc, les emballages vides. C'est-à-dire que quand on a un contenant qui a ce pictogramme, mais qu'il est vide, ça reste une matière dangereuse qui doit suivre la même filière. Donc, déjà, toutes les matières dangereuses. Vous avez les pictogrammes au sens de l'ADR, qui est la réglementation européenne des matières dangereuses. Donc, vous pouvez avoir sur des cartons, par exemple, pour les solutions alcooliques, par exemple, vous avez ça, et vous avez sur les cartons quelque chose comme ça. Donc, les façons d'identifier les matières dangereuses sont différentes, elles ne sont pas forcément contradictoires. Il y en a une qui est au sens de l'impact environnemental santé et un qui est au sens du transport des matières dangereuses. Quand on parle de transport, petite parenthèse, au sens de cette réglementation-là, c'est en déclinaison de la réglementation internationale, mais celle-ci est européenne. On parle de tri, conditionnement, stockage, expédition. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de camion ou vous n'êtes pas derrière un véhicule que vous n'y êtes pas soumis. Donc voilà, sachez que ces contenants qui ont aussi ces pictogrammes sont des matières dangereuses. Mais tous les déchets dangereux, et tous n'ont pas des pictogrammes. Vous prenez certains déchets d'équipements électriques, électroniques, qui sont assimilés aux matières dangereuses, n'ont pas forcément de pictogrammes dessus. Et d'autres déchets n'ont pas du tout la possibilité d'être identifiés, comme les effluents de laboratoire, les rejets d'eau usée, les huiles mécaniques. Vous avez quelques exemples, l'amiante par exemple. Donc, il vous faut déjà avoir en tête que tout ce qui est une matière dangereuse, qu'elle soit identifiée ou pas, doit être traité. Traité veut dire ne pas être mis dans la filière d'ordures ménagères, entre guillemets, puisque ce sont des déchets d'activité économique utile. Quand on parle des déchets dangereux pour un établissement de santé, on parle de tout ce qui est ici. Les non dangereux étant tout ce qui peut être recyclable. Voilà. Donc, parmi les déchets dangereux que l'on n'a pas évoqués, vous avez les déchets radioactifs. Ils sont dangereux tant qu'ils sont radioactifs, mais entre parenthèses, une change adulte qui a un rayonnement parce que la personne a fait une scintigraphie osseuse de la veille, une fois que la couche est en décroissance et qu'elle n'a plus de rayonnement, elle revient dans la filière d'ordures ménagères, elle revient dans sa filière initiale. Et puis tous les déchets à risque chimique et toxique, tels qu'on a pu les évoquer. Quand on n'est pas sur des déchets dangereux, il y a des déchets non dangereux, parmi lesquels les biodéchets. Quand on parle de biodéchets, déjà, il faut noter que l'on ne parle pas uniquement des restes de préparation de repas ou des restes d'assiettes, on parle également de tout ce qui est déchets verts, si vous avez des espaces verts, des huiles alimentaires et des graisses. Donc, les biodéchets doivent être valorisés, donc avec un retour à la terre lorsque c'est possible, ce qui n'est pas le cas pour les huiles alimentaires, par exemple, mais tout le reste doit avoir un retour à la terre, quel que soit le processus, et en fonction de la quantité que vous produisez. Depuis 2016, c'est à partir de 10 tonnes par an, ce qui représente à peu près 130 repas par jour, en fonction de la quantité moyenne de biodéchets par repas servi qui a été observée au niveau national. Par contre, rien ne vous empêche de le faire si vous êtes en dessous, pour être vertueux, parce que le fait de mesurer aussi vos biodéchets est une piste pour travailler sur le gaspillage alimentaire, mais surtout parce que d'ici 2024, quelle que soit la quantité, vous serez obligé de le faire. Donc on a vu les déchets dangereux, les biodéchets. Vous avez un décret qui s'appelle le décret 5 flux, qui date de 2016, qui sera 6, ces flux seront 6 en 2021.
Mais grosso modo, papier, carton pour un seul flux, bois, plastique, métaux, verre et textile à partir de 2021. Donc vous avez ce décret dit que vous avez obligation de valoriser ces déchets et donc de ne pas les mettre dans les ordures ménagères, parfois même de les trier dès la source. Par exemple, pour les papiers, le tri est obligatoire en fonction de la quantité de salariés dont vous disposez. À noter que quand on parle de papier, on parle aussi du papier confidentiel. Confidentiel, dès qu'il y a un nom, on a vu sur les derniers avis rendus, dès qu'il y a un nom, prénom, c'est un papier qui contient une donnée confidentielle. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un broyage sur place. Vous pouvez confier cette confidentialité à un tiers et vous avez des prestataires qui sont habilités. La confidentialité ne s'entend pas dans l'établissement. Les cartons, de la même façon, sachant que vous pouvez mélanger un certain nombre de matières, ce qui est le cas par exemple pour les cartons, plastique et papier, qui n'est pas pour le verre par exemple. Vous ne pouvez pas mettre du verre dans un même contenant, mais vous pouvez confier ce tri-là à un tiers. Par contre, sachez que quand vous mélangez le papier et le carton, le décret 5 flux donne l'autorisation au prestataire de faire de la valorisation énergétique avec ce mélange. Il n'est pas obligé de le trier. Par contre, si vous confiez au prestataire du papier d'un côté, du carton de l'autre, il est obligé de recycler ça. Donc, ça peut être une démarche à connaître quand vous êtes dans vos processus d'achat de ce type de prestation. Quand on parle du verre, on va parler essentiellement du verre alimentaire et j'espère que l'on ira de plus en plus vers celui-ci puisqu'il sera souvent remplacé, servira de remplacement aux bouteilles plastiques notamment. Mais votre problématique se situe souvent sur le verre souillé de médicaments. Donc pour le coup, ça reste un sujet assez complexe parce que les verriers sont frileux, même si ça ne poserait pas techniquement de difficulté, puisque le verre, quand il est fondu à 1600 degrés, au-delà des températures qui sont obligatoires quand on traite les résidus médicamenteux. Et tous les verres ne sont pas recyclables. Donc pour l'instant, c'est très compliqué. On voit parfois des communautés de communes qui mettent une colonne vert pour tout ce qui est verre souillé de perfalgan, en tout cas de verre souillé de médicaments qui sont peu actifs. Plus compliqué quand il s'agit d'antibiotiques ou encore et interdit quand il s'agit de cytotoxiques. Vous avez les bois qui font partie de ce décret, donc en fonction de la façon dont ils sont traités, est-ce qu'ils ont des cols à l'intérieur ou pas, ils sont classés de façon différente avec des exutoires différents. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail étant donné l'heure, et puis ça n'a pas forcément de vertu tout de suite. Les métaux ferreux et non ferreux, sachant que dans le non ferreux, vous avez aussi les métaux précieux et que de plus en plus, des établissements identifient les métaux précieux dans un certain nombre de dispositifs chirurgicaux. Ça peut être quand même intéressant de regarder si vous êtes concerné. Et prochainement, donc, vous avez des plastiques, donc voilà, vous n'avez pas de filière obligatoire de bouteilles plastiques ou de gobelets, vous avez une obligation de les recycler parce qu'ils sont en plastique. Certains plastiques sont plus compliqués que d'autres. Quoi qu'il en soit, il faut penser que les plastiques ont aussi tout un tas de dérivés pour lesquels on n'est pas encore arrivé en France à avancer vraiment. En tout cas, la responsabilité élargie du producteur qui va se développer sur les mégots devrait arriver courant 2022. Comme il existe des éco-organismes pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui incluent les cartouches d'encre, les ampoules, etc., vous en aurez un pour les mégots. Mais d'autres pays considèrent que tout ce qui est dérivé du plastique rentre dans cette même logique et vous prenez des responsabilités élargies du producteur en Angleterre, concerne les moquettes également, ce qui est complètement cohérent. Donc pensez que quand on parle plastique, on parle aussi de ses dérivés et que si vous n'avez pas de recyclage matière, vous pouvez aussi envisager de la valorisation énergétique. Et je pense là au combustible solide de récupération, qui est en plus un axe stratégique du plan de relance de l'État. Ces combustibles solides de récupération servent de substitut au pétrole et autres ajouts des cimentiers ou des chaufferies industrielles. Et se fait à partir des déchets non dangereux pour le coup. Vous avez ensuite une obligation sur les déchets de chantier. Voilà pour conclure sur les filières obligatoires qui sont en fait les matières obligatoires pour résumer tout ce que je viens de vous dire. Et je vous propose de répondre à vos questions et aux éventuelles si vous en avez.
Je n'en vois pas dans le chat, donc si vous voulez ouvrir vos micros, n'hésitez pas. Olivier, tu veux intervenir peut-être? Oui, je vais non pas poser une question, mais j'ai deux remarques à vous faire. La première, au travers de ce qu'on vient d'entendre, on s'aperçoit que les déchets donc, sont des matières premières. Hein, on voit bien, si on prend l'exemple du verre médicamenteux, aujourd'hui il est détruit dans tout le pays et certains établissements sanitaires, on l'a mesuré, sont à plus de 10 tonnes par an. Mais l'avantage du livret, du registre des déchets qu'évoquait tout à l'heure Cédric Aliès, il permet aussi d'avoir des indicateurs de gaspillage. Donc la mesure du déchet, il faut considérer que c'est aussi un indicateur de gaspillage. Prenons l'exemple du gaspillage alimentaire ou du gaspillage médicamenteux. Eh bien, lorsque dans un établissement, vous faites cette pesée régulière, la tenue de ce registre, et que vous vous apercevez, et les chiffres que je vais citer sont réels, que vous êtes à 10 tonnes de pain par jour jetés ou à 100 kilos de médicaments ou de dispositifs médicaux non utilisés par mois, eh bien, quand vous transposez ça en euros, vous arrivez à des chiffres qui sont des chiffres réels, qui peuvent arriver sur des établissements MCO à des fourchettes entre 200 et 600 000 euros par an. Donc, si vous voulez, la tenue du registre déchets, certes, c'est une obligation réglementaire de plus qui prend la tête à tout le monde, c'est clair, mais si vous arrivez à l'imposer aux fournisseurs dès lors de la négociation, et si vous avez ce registre à jour, eh bien, vous vous apercevrez de très grosses économies à générer, et ce n'est pas anodin par les temps actuels. Dernière remarque, je l'aurais faite à la fin parce que ce que je vais vous dire là est quasiment ma conclusion, mais je préfère la faire maintenant parce qu'après on va être vraiment pris par le temps, Cédric. C'est que on voit bien que les déchets qui sont générés sont directement liés à la politique d'achat responsable. C'est-à-dire que pour moi, le poids d'un contenant fait partie des critères de choix. Lors d'une politique d'achat, que ce soit dans une centrale d'achat ou que ce soit dans un établissement de santé, eh bien, il faut intégrer le poids et le volume du contenant. La logique, c'est de l'intégrer. Alors, sachez que la CAP l'a intégré dans ce qu'on appelle l'indice vert. Tous les fournisseurs référencés par la CAP, plus de 500 prestataires, ont dû répondre aux questions relatives au poids ou au volume du contenant. Et c'est véritablement un critère de choix pour vous tous, car c'est ce qui génère les déchets dans votre établissement. Un exemple très concret, quel est le critère de choix aujourd'hui d'une solution hydroalcoolique? Eh bien, je vais être très direct. Ce n'est pas la nature du contenu, parce que de toute façon, il est défini par une norme LAFNOR et que soit le fournisseur, c'est le même produit. Par contre, si chez un fournisseur à contenu équivalent, vous êtes à 250 grammes de déchets ou 125, eh bien vous avez divisé par 2 votre impact carbone, votre coût de transport de déchets et également tous les coûts induits relatifs à ce que génère le poids et le volume de ces matières. Stockage, manipulation, destruction, transport. Donc on n'en a pas forcément la conscience, mais plus vous intégrerez le poids, la nature du contenant et du déchet généré lors d'un achat ou d'un référencement de produits ou de services, plus vous économisez beaucoup d'argent sur le court terme et sur le long terme de manière directe et indirecte. Merci Olivier. Il y a une question sur le recyclage des masques. Alors, j'ai plusieurs niveaux de réponse. D'une part, le recyclage aujourd'hui, on voit quelques initiatives, mais qui utilisent cette matière pour faire des briques, des trucs comme ça, et ça reste à la marge. Sachez d'une part qu'il existe un système par chaleur, alors notamment utilisé en Belgique, qui permet de réutiliser jusqu'à 3 fois un masque chirurgical. En gros, il y a une désinfection qui se fait et nominativement, en fait. Voilà. Donc, c'est dans des boîtes et un système. Enfin, en tout cas, ce que donne le Haut Conseil de la santé publique en termes de préconisation sur ce sujet, c'est que quand vous avez un masque suspicion Covid ou pas, même s'il n'y a pas de suspicion Covid, c'est dans un sac, sur un établissement de santé, vous le mettez dans un sac d'ordures ménagères que vous gardez 24 heures avant de le mettre dans la filière d'ordures ménagères. Donc c'est compliqué déjà quand on parle de si c'est Covid par exemple, par contre, un déchet qui a été souillé même une fois désinfecté n'est pas autorisé en recyclage aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas une réponse complète, mais c'est ce que je peux vous donner comme élément de réponse pour l'instant. Une demande de modèle de registre, oui, il sera joint avec les envois que vous feront la CAP et avec ce que l'on est aussi en capacité de faire pour vos établissements, puisque tout
tout ce que l'on évoque là fait partie d'un champ du possible pour ce sujet-là et que l'on accompagne opérationnellement dans vos établissements. J'espère avoir répondu. Étant donné là, je vais très vite sur les interdictions du plastique. Notre juriste en a fait des images qui sont plutôt parlantes, mais en résumé, là on voit free pour la bouteille. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2021, vous ne pourrez plus donner de bouteilles plastiques gratuitement. Elles sont encore autorisées, mais quand vous les vendez. Pour le reste, ça n'appelle pas forcément d'interprétation, mais si vous aviez besoin de clarification, n'hésitez pas. Donc ça, c'est les interdictions pour vous, établissements de santé, avec en 2040 une interdiction totale de tout ce qui est plastique à usage unique. Voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais une question. Je suis donc dans un établissement MCO et je suis quelques indicateurs concernant les déchets et je n'ai pas de référence par rapport au, comment vous dire, le volume de déchets, par exemple des DASRI, rapportés à des indicateurs cliniques et en rapport aussi avec le CO2. Où est-ce que je pourrais en avoir? Concrètement, pour l'impact CO2, ça se calcule par établissement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Sur les données quantité de DASRI et le ramener à l'activité de la clinique, le plus simple, même s'il est discutable pour l'activité, c'est de prendre le nombre de journées d'activité à temps complet et à temps partiel. Même si vous avez, suivant les établissements, des activités qui sont différentes en termes d'ambulatoire ou de bloc, et de rattacher ça à la quantité de DASRI que vous produisez par mois, et ça, vous le retrouvez sur les factures qui vous sont envoyées le mois suivant des prestations. Par contre, pour l'impact CO2, si vous voulez, c'est vraiment établissement dépendant, c'est-à-dire que le calcul que l'on a mené pour un établissement pour lequel le centre d'enfouissement était à 40 km, et l'exutoire d'incinération de DASRI était à 75 km. Déjà, la distance varie, mais aussi le type de véhicule. Suivant le prestataire, ce ne sont pas les mêmes véhicules pour la collecte des ordures ménagères ou des DASRI. Et donc, quand on a fait ce calcul comparatif, c'était vraiment en prenant la date de première mise en circulation des véhicules utilisés, leur capacité de charge, toutes les bennes d'ordures ménagères ne prennent pas les mêmes quantités, leur consommation au 100, ce sont tous de l'énergie gasoile, mais ça, c'était quand même nécessaire dans les calculs. Les distances et les quantités relatives aussi à ce qui est produit par l'établissement. Parce que quand vous avez un camion de 26 tonnes qui vient vous prendre les DASRI, il n'a peut-être que 3 bacs sur les 30 qui sont dans le véhicule pour vous. Donc tout ça est vraiment établissement dépendant. On ne peut pas, pour l'instant, comme on l'a fait sur un seul établissement à ce jour, je n'ai pas de moyenne très valable à vous donner. En tout cas, c'est un bilan carbone de la prestation comparative. Donc ça se calcule, vous ne trouverez pas. Je vais vous donner une petite précision, Madame Rivière, si vous voulez bien. On a eu l'occasion pour la FHP de fabriquer un observatoire justement du CO2, aussi bien par la consommation énergétique, sur les consommations d'eau ou la production de DASRI. Donc, on a fait un observatoire national et il a été décliné en observatoires régionaux. Donc, je crois que vous êtes à La Réunion et on a fait pour la FHP de La Réunion un observatoire spécifique. Vous devriez le demander à la FHP locale qui, de ce fait, sera en capacité de vous donner le CO2 par journée d'hospitalisation, les quantités de DASRI par acte. En France, grosso modo, dans l'UMCO, ça va de 1 à 5 kg. Donc, on voit bien qu'on est de 1 à 5. On sait également que les établissements qui ont mis en place un plan de prévention et de réduction des DASRI ont pu réduire jusqu'à, Cédric, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, 70% de production de déchets lorsque l'on fait de l'éco-conception des soins. Donc, sur le sujet, les résultats sont très probants dès lors qu'on y travaille, mais ça nécessite du temps et des moyens au départ. Ça ne se fait pas tout seul. Mais si vous avez besoin de ratios tels que vous le demandiez, si vous vous adressez à votre FHP local, ils sont censés vous donner l'étude puisqu'on l'a réalisé pour eux. D'accord, merci. Par contre, juste une autre précision, on est quand même assez souvent contrôlé par l'ARS au niveau des déchets et jamais ils n'ont fait référence à ce registre obligatoire.
L'ARS vous contrôle sur la base du code de la santé publique. Ce n'est pas le code de la santé publique qui vous impose ça, c'est le code de l'environnement. Et ils sont bien embêtés sur certains sujets, notamment les matières dangereuses, parce que ça, c'est de la compétence de l'ADREAL. Donc, à mon sens, l'ARS n'a pas la connaissance ou la maîtrise de ces sujets, d'une part, mais en plus, peut être variable en fonction des inspecteurs. On voit parfois sur des mêmes secteurs, une ARS, c'est un exemple, mais pour vous dire la disparité de ce qui est demandé, va demander à ce que le petit sac de pansement qui sorte de la chambre et qui est tout de suite mis dans un sac jaune, ce sac, au lieu d'être blanc, parce qu'on n'en trouve pas des jaunes petits, mais soit jaunes, et d'autres vont laisser des chariots d'asserie sur le parking à proximité des voitures de patients, vous voyez. Et donc, sur un même secteur, donc, il y a des sensibilités aussi personnelles des personnes qui interviennent de l'ARS qui diffèrent. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ne vous demandent pas ça que ça ne vous est pas imposé. D'ailleurs, on est en train d'échanger avec un établissement de santé qui a eu un contrôle, où le prestataire a été contrôlé sur la route avec des bacs qui n'étaient pas conformes. Et c'est l'établissement qui a pris 785 € d'amende par emballage non conforme au titre de l'ADR. Donc ça, c'est l'ADREAL. Et le fait que le producteur soit responsable du déchet jusqu'à l'élimination, ce n'est pas le code de la santé publique, c'est le code de l'environnement. Vous voyez. Donc voilà, je sais. C'est dommage. D'ailleurs, on préconise plutôt une fusion des services environnement et santé sur quels que soient les niveaux. Ça aurait une valeur sur plein de sujets. D'autres questions peut-être? Olivier, une dernière remarque avant de clôturer? Oui, la dernière remarque, moi j'ai été directeur d'établissement de santé pendant 17 ans, si vous voulez. À l'époque, c'est vrai que lorsqu'on me parlait des déchets, ça ne m'a jamais fait rêver. Hein. Ce n'est pas un sujet que j'avais envie de travailler. Et puis, dès lors que j'ai été en contact avec des experts comme Cédric Hayes, j'ai compris l'enjeu relatif à ces matières que l'on pouvait revaloriser, l'enjeu des économies qu'on peut réaliser. Et il est clair que dès lors que l'on fait un diagnostic sur ces sujets-là, c'est sa spécialité, eh bien, quand vous faites un diagnostic de ce type, vous allez cartographier les déchets que vous générez, vous allez les peser, les mesurer, vous allez vous apercevoir d'erreurs de tri, vous allez vous apercevoir du gaspillage qui peut être généré, et derrière, vous avez de très grosses économies à générer, d'autant plus, je le rappelle, que les taxes vont être multipliées à peu près par 4, si j'ai bien retenu ce qui a été dit, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elles sont encore assez faibles, c'est pour ça que d'ailleurs les gens ne bougent pas, mais dès lors qu'on va avoir des taxes qui vont être multipliées par 4 sur des déchets générés, eh bien, je pense que tout le monde va être obligé de se bouger. Quand je dis tout le monde, c'est aussi bien les établissements de leur côté, mais également les collectivités. Parce que si les filières n'existent pas à l'échelle d'une ville, reprenons l'exemple du verre médicamenteux. Eh bien, si la filière du verre médicamenteux n'existe pas dans le nord de la France ou dans les dom-toms, eh bien, vous ne pourrez tout simplement pas le faire. On ne pourra pas vous le reprocher. Mais cette dynamique des matières résiduelles, c'est aussi de la création d'emplois non délocalisables. Je vous donne un exemple très précis sur la ville de Lille. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent les Hauts-de-France. À Lille, les hôpitaux, cliniques, EHPAD sont organisés pour collecter collectivement les biodéchets issus des cuisines. Ces biodéchets sont transformés en méthane. Ce méthane alimente les tramways du centre-ville de Lille. En clair, au lieu de produire de l'énergie par du fioul, du pétrole ou du nucléaire, on utilise nos pots de banane, nos déchets de tomates. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller incinérer, détruire et transporter en camion des matières biodégradables, eh bien, on les transforme en énergie et on crée des emplois locaux. Donc, très sincèrement, la logique des matières résiduelles, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un défi pour les années à venir. Et les établissements de santé sont au cœur de ce défi parce qu'on produit plus de 700 000 tonnes par an de déchets. Donc, on est producteurs tous de matières résiduelles qui peuvent servir, encore une fois, de matières premières pour d'autres. Donc, c'est un vrai défi pour nous tous. Et je terminerai là-dessus. Au-delà de l'aspect environnemental que je viens de vous évoquer, on n'évoque jamais l'aspect sanitaire de ces déchets, parce que dans les déchets qu'on génère, eh bien, il y a des impacts sur la santé humaine. Si vous prenez les déchets électriques et électroniques, eh bien, ça relargue des métaux lourds dans l'environnement qu'on retrouve dans l'alimentation. Dès lors qu'on rejette du plastique, je vous rappelle que un tiers de la production du plastique mondial se retrouve dans les océans. Eh bien, ce plastique est consommé par les mollusques et les poissons que nous mangeons derrière, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on mange une huître ou une moule, on mange des microbilles de plastique. Donc, il s'avère que c'est Cédric. Il s'avère, on voit ton écran Cédric, il s'avère que la réduction des matières résiduelles, c'est de l'économie de santé publique, de l'économie sur l'impact sur l'environnement,
et aussi et surtout de l'économie d'impact sur la santé humaine et donc par effet ricochet pour l'assurance maladie. Donc vous voyez que ce n'est pas un petit sujet et que pour démarrer ce sujet, il n'y a pas 50 solutions. Il faut tenir ce registre des déchets et faire le boulot par vos prestataires et fournisseurs, vous n'aurez rien à faire. Et je vous engage à faire un diagnostic initial pour faire la photographie de votre production pour derrière réduire le gaspillage, les coûts, les dépenses et les impacts que l'on peut générer. Juste, je suis désolé, je dois vous laisser, mais j'avais quelque chose que je n'ai pas abordé parce qu'on attend le texte applicatif. Mais l'Europe a décidé en avril 2020 que les plastiques non recyclés feraient l'objet d'une taxe de 800 € tonne, c'est-à-dire plus cher que les dasseries. Donc, on attend la façon dont ça va être appliqué en France, mais au-delà de l'augmentation de la TGAP, cet enjeu financier va être colossal. Voilà, je vous laisse conclure, Olivier, je suis désolé parce que… Je sais, un grand merci à toi, Cédric, pour ta disponibilité. Avec plaisir. Si y a des questions, on les assume derrière. Un grand merci à toi. Bon courage pour la suite, Cédric. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Non, c'est bon pour moi. Ok, très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette réunion, à ce nouveau rendez-vous RSE qui a vraiment tenu tous ses engagements sur, on va dire, l'intelligence circulaire qu'il faudrait mettre en place dans chacune de nos organisations dans l'intérêt de tous. Donc, je vous invite à vous inscrire à la prochaine session qui se tiendra le 12 novembre sur la maîtrise énergétique et qui est dans la même logique, encore une fois, de tous ces rendez-vous RSE, pragmatique, simplicité et opérationnel pour le bien de tous, avec bien évidemment toujours cette problématique de gain de productivité qui est bien évidemment présente et qui est toujours en suspens avec cette notion d'environnement. Très bon appétit à tous, merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.